Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Ring the Bell sur 100% Live. Très heureux de vous retrouver pour une émission très spéciale. Comme vous le savez, Extreme Rules est passé et donc nous allons débriefer dimanche dernier, mais nous allons aussi vous annoncer un choix chacun pour la draft. On vous expliquera tout ça tout à l'heure. Commencer cette review d'Extreme Rules et cette petite preview. Je vais présenter compagne, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes, vous commencez à les connaître. Il s'agit de Auguste et Nathan. Messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien, PA. Bonsoir à toi, bonsoir Nathan, bonjour à tous. Je suis très content d'être là parce que c'est une grosse, c'est un, c'est un moment très important avec Extreme Rules, avec la draft qui arrive ce soir au moment où on enregistre. Donc franchement, je suis impatient de savoir qui vous envoyez à Raw, qui à SmackDown et qu'est-ce que vous avez pensé du dernier pay-per-view de chez WWE. Bonsoir à tous, bonsoir à vous deux, et très heureux de vous retrouver pour débriefer ce Extreme Rules qui ne m'hypait pas du tout la semaine passée, mais qui finalement était plutôt bon. Alors ça manquait d'extrême, il y avait un peu trop de rules, voilà, mais voilà, c'était le dernier pay-per-view avant la draft, donc avant de rebattre un peu les cartes, on espère, pour nous amener de nouvelles affiches toutes fraîches du côté de WWE. Effectivement, un Extreme Rules bien cadré, bizarrement, pour un show extrême. On va tout de suite commencer cette review, parce qu'on a du boulot ensuite. Après la review, on commence avec le kick-off. On va dire quand même un petit mot sur Liv Morgan, qui a été mis dans le kick-off au profit d'un match à 6 décidé dans le kick-off qui a ouvert le show, on en parlera tout à l'heure. Liv Morgan, là, on s'y attendait. J'aurais préféré voir ce match dans le show principal en opener, ça aurait été. Ils l'ont mis donc dans le kick-off. Auguste, en 2 mots, très rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah, on va dire que la bonne personne a gagné, c'est le principal. Après, j'aurais préféré voir Liv Morgan gagner dans la carte principale aussi. Il faut savoir que c'était son deuxième match solo en pay-per-view. Le premier, c'était dans le kick-off de WrestleMania 36 contre Natalia, où elle avait gagné aussi. Là, elle gagne contre Carmella encore dans le kick-off. J'espère maintenant, avec cette victoire, qu'elle va monter dans la carte. Et pourquoi pas, vers la fin de l'année, voire début 2022, aller toucher le sommet et pourquoi pas aller chercher un titre, que ce soit celui de Charlotte Flair ou de Becky Lynch, selon la draft. Mais franchement, vu la pop qu'elle a eue pour un kick-off, je pense que si la WWE a des oreilles et écoute ses fans, je pense que Liv Morgan pourrait bientôt être dans la upper mid-card, voire dans le main event. Tout à fait d'accord avec toi, Liv Morgan, qui est la reine des kick-offs, hein, qui l'une des baby WWE actuellement. Je pense que c'est pas un blasphème de dire ça. S'il fallait juste écouter le show, hein, encore une fois, et si on regarde vite fait les réseaux sociaux également, Liv Morgan est une des super bien, et j'espère qu'elle sera push avec ses réactions. Nathan, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah, un match assez court, hein, dans le kick-off, 7 minutes 50 de match, la bonne personne a gagné comme l'a dit Auguste. C'est son deuxième match solo à Liv Morgan en pay-per-view, elle s'est retrouvée une nouvelle fois dans le kick-off, c'est un peu dommage, mais ouais, voilà, elle a une bonne pop, elle est over, dans le ring on voit qu'elle s'améliore. Alors elle est peut-être pas au niveau des grandes main eventeuses comme Charlotte, comme Sasha Banks, comme Bianca Belair, etc., mais il y a vraiment, c'est vraiment très propre dans le ring. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire d'elle ce soir à SmackDown, parce que si elle apparaît pas à l'écran, ça serait dommage. Mais elle est ultra over, donc c'est clair qu'il y a un truc à faire avec elle et que voilà, peut-être le Royal Rumble de janvier à aller chercher, pourquoi pas, on peut rêver, mais c'est sûr qu'il faudrait capitaliser sur le momentum qu'elle a actuellement. Totalement d'accord. On verra bien ce qui va arriver à Liv Morgan pendant cette draft. On passe tout de suite au show d'un match que l'on n'a pas pronostiqué vu qu'il a été annoncé 30 minutes avant le kick-off, hein, le début du show bien évidemment, minuit 30.
Le New Day débarque dans l'arène. Il y a Columbus dans l'état de l'Ohio et se fait attaquer par Omos et Jay Styles et WWE fait en accord avec bien évidemment Teddy Long. Un match à 6. Donc WWE, Biggie, Kofi Kingston et Xavier Woods ont battu Omos et Styles et Bobby Lashley. Un résultat et quelque chose de très surprenant, surtout qu'on savait, enfin on le savait pas à ce moment-là, mais que le lendemain à Raw il allait se battre contre Biggie pour le titre. L'issue a été la même et du coup le New Day est sur un ride extraordinaire. Nathan, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce match par équipe impromptu? Bah, c'est dommage qu'ils ne l'aient pas annoncé à l'avance. Bon, on a l'habitude chez eux, mais bon, je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus de visibilité sur le pay-per-view. Après, ça fait du bien qu'ils donnent des victoires comme ça solides à Biggie. Alors ouais, Bobby Lashley a pris pas mal de pins ces derniers jours, mais je pense que ça entame pas sa crédibilité et qu'il reste quand même le personnage l'un des plus dominants de chez WWE. Le match c'est pas l'opener de l'année, mais c'était vraiment très très cool. Omos n'est pas vraiment intervenu dans le match. Par contre, il y a eu énormément d'échanges de regards entre Biggie et Omos qui me confortent dans mon pressentiment que Omos sera champion avant la fin de l'année 2021. Mais voilà, le New Day qui continue de se lancer, qui s'est un peu réunifié, donc c'est plutôt sympa ce qui se passe. On a vu qu'Aro, Biggie a encore conservé son titre face à Bobby Lashley dans des matchs qui étaient pas trop mauvais. Et voilà, après Bobby Lashley, je sais pas s'il va rester du côté de Monday Night Raw, c'est parce qu'il a quand même pas mal fait le tour et qu'il faudrait penser à trouver un nouvel adversaire pour Biggie. On a vu McIntyre qui a répondu à son challenge à la fin de Monday Night Raw. Voilà, l'opener était cool. Ça faisait bizarre aussi d'avoir un Extreme Rules sans champion de la WWE, donc je pense qu'ils ont ajouté un peu ce match à la dernière minute en mode on a rien pour lui, donc on va lui mettre Styles, The Moss et Bobby Lashley. Et voilà, la foule était dedans, la foule de Columbus c'était vraiment à fond tout le pay-per-view, donc ça c'était vraiment cool. Et encore une fois, Biggie il prend la victoire et le final est très bien amené avec ce spear de Bobby Lashley sur AJ Styles qui était plutôt cool. Donc voilà, bon opener, pas l'opener de l'année mais très bon opener. Très bon match, en effet. Dommage que il était annoncé 30 minutes avant le début du show. Alors nous, ça n'a rien changé, on aurait dit. Auguste, est-ce que tu es d'accord avec Nathan et moi-même? Un bon petit opener qui a bien chauffé la foule. C'est ça. Un bon opener. On sait que le New Day, c'est leur spécialité, qu'eux étaient ensemble. Ils démarraient souvent les shows contre les Usos ou contre The Bar. Donc ils savent mettre le feu à une salle dès le premier match. Je suis juste un peu déçu que le champion WWE se retrouve dans un match à 6 pour son premier pay-per-view depuis qu'il a le titre. À la limite, j'aurais préféré avoir le match en cage, mais qu'on a eu à Raw contre Lashley. Là, ça a été un peu plus logique. Et à la limite, dans le kick-off, avoir un Xavier Woods Kingston contre AJ Styles et Omos et foutre le match féminin dans la carte principale. Mais je pense qu'il y a quand même mieux à faire avec ces hommes-là. Maintenant, le match était sympa. En effet, Omos a fait une seule apparition dans le ring et il reste très très protégé. Même si je ne le souhaite pas, je commence à croire de plus en plus que effectivement il va être champion du monde bientôt, malheureusement, parce que dans le ring c'est encore très très limite. Mais bon, pour le moment, profitons de Biggie. Et pour revenir au match, bon match. La fin protège encore tout le monde. Biggie qui fait encore le tomber sur Bobby Lashley, c'est bien, ça le push encore un peu plus parce que Bobby Lashley a pendant été très très longtemps invaincu. Et il l'a rebattu à Raw, donc c'est super. Maintenant on va attendre de voir ce qu'ils vont faire avec Drew McIntyre d'ailleurs et avec la draft surtout parce que on ne sait pas, mais on pourra peut-être avoir un Biggie à SmackDown et un Roman Reigns à Raw. On ne sait pas encore. Oh là,
Non, tu te calmes, tu laisses Roman Reigns à SmackDown, merci. Ah, chourite. On va tout de suite enchaîner avec le deuxième match de la soirée, qui est un match par équipe, cette fois-ci pour un titre. Les titres par équipe de SmackDown, puisqu'on parle de Roman Reigns, on va parler de la Bloodline de ses cousins, Jimmy par équipe donc de SmackDown, qui affrontait les anciens champions encore. Voilà un match qui aurait mérité une petite, pour rajouter un petit sel, vu qu'on avait déjà eu ce match lors de Le résultat, lui, c'est que la Bloodline reste forte. Jimmy et Jey Uso ont battu au fil d'un Montez-Ford aux côtes, affrontement contre le chef de la tribu lors du SmackDown juste avant de revenir à la compétition, après ne pas avoir été à mariage. Voilà. Les Usos qui battent les Street Profits et qui sont donc toujours champions de SmackDown. Auguste, qu'est-ce que tu as pensé de ce match par équipe? Eh ben, j'ai bien aimé. Franchement, il y avait un rythme super sympa. Les Usos et les Street Profits ont une alchimie vraiment très 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 bonne. Montez-Ford est vraiment fait pour briller. C'est fou, malgré sa petite blessure aux côtes. Il a quand même tapé des frog splash depuis les cieux, comme Michael Cole aime dire. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est le somersault au-dessus du poteau, dans la diagonale. C'était super beau à voir. Les Usos qui gagnent, ça reste logique, parce qu'il faut que la Bloodline reste forte et reste au sommet de la WWE, tout simplement. Donc un résultat logique, et même s'ils ont perdu, les Street Profits ne sont pas décrédibilisés, parce que ça reste, les Usos en face, et ça reste un match compétitif. Et en effet, si le match avait eu quelques échelles en plus, on n'aurait pas dit non. Et la note du match aurait sûrement augmenté. Mais bon, ça reste quand même un excellent match par équipe. Ouais, d'échelle ou un petit match de table aurait été bien cool entre ces deux équipes. Nathan, est-ce que ce match t'a plu, toi? Est-ce que t'es plus... Le match m'a plu, oui. Je suis assez d'accord avec Auguste, mais c'est un peu le problème de ce show, c'est que ça manquait de stipulation, ça manquait un peu de violence. Montez-Ford a très bien vendu les cotes après son passage à tabac vendredi à SmackDown pendant le match. La chimie entre les deux équipes, ça marche. C'est comme les New Day Uso, c'est un peu le même principe avec les Street Profits, quoi. La chimie, elle est là, ça donne toujours des très bons matchs. Rien de plus à ajouter. C'était un excellent match. Les Usos restent champions, c'est logique. On va laisser la Bloodline très forte et avec les titres. Maintenant, j'aimerais bien les voir face à Otis et Gable, les Usos, parce que je pense que ça peut donner un truc sympa, parce que le nouveau Otis, j'aime bien. Gable à côté, c'est un très très bon lutteur, donc ça pourrait nous donner de bonnes confrontations. Donc ils ont fait un battle de regard la semaine dernière à SmackDown, donc on verra cette nuit. Mais pour les Street Profits, soit ils iront à Raw pour la draft, soit ils repartiront un peu plus dans la mid-card, donc à voir ce qui va se passer. Soit ils vont se séparer, soit je sais pas, on verra bien. Mais voilà, le match était cool, et les Usos repartent avec le titre, ce qui est plutôt logique. Résultat logique, effectivement, pour la division par équipe de... Et c'est vrai qu'avec la draft, l'avenir de tous les gens qu'on va parler ici sont assez flous, vu que on ne sait pas où ils seront la semaine prochaine. Le deuxième match féminin de la carte, mais le premier pour un titre, c'était le titre de championne. Charlotte Flair défiait à l'extérieur, du coup, Alexa Bliss, qui était devant ses fans, et encore une fois, la WWE n'a pas loupé le coche. Oui, Alexa Bliss a perdu ce match, vu qu'elle était chez elle. La streak de défaite à domicile contre de la WWE, et Charlotte Flair est toujours de Raw. Nathan, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, et ensuite de l'après-match avec Charlotte qui détruit Lily, et Alexa Bliss qui part en burn-out? Comme c'est étonnant qu'Alexa Bliss ait perdu à domicile, c'est encore une fois. Après, je pense que vu ce qu'on sait maintenant, c'est que Alexa Bliss va prendre une pause de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On sait pas trop ce qui va en être de son avenir, donc c'est
logique qu'elle n'ait pas remporté le match et ce qui peut-être justifie l'angle de fin. Pour mettre fin à son personnage, peut-être, je ne sais pas. Mais sur le match, Charlotte Flair a déroulé son catch, c'était propre, c'était clean, c'était ce qu'elle sait faire de mieux. Alexa Bliss, j'ai trouvé, a bien résisté, mais elle a manqué... on l'a pas trop vu, en fait. Parce qu'on sait que c'est une excellente lutteuse, on sait qu'elle peut donner vraiment, et je l'ai pas senti j'ai pas senti qu'elle a vraiment donné tout ce qu'elle avait pendant le match. Elle s'est fait beaucoup dominer. Elle a eu quelques comebacks, mais c'était pas le meilleur d'Alexa Bliss. Charlotte reste championne parce que c'est peut-être plus simple d'avoir une championne heel du côté de Monday Night Raw que c'est comme un SmackDown, hein, c'est plus simple de construire une babyface qui va monter pour battre Charlotte Flair que l'inverse. L'angle de fin, voilà, ça justifie peut-être la fin du personnage d'Alexa Bliss, ce que j'aimerais beaucoup parce que je suis vraiment pas fan. Le public qui scande Thank you Lily à la fin du match, j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas elle a eu droit à cette petite ovation, donc ok. Et voilà, on verra la suite pour Charlotte Flair avec le titre. On sait que voilà, Monday Night Raw, il y a Shayna Baszler qui est en train de monter, il y a Doudrop qui l'a affronté, le match a duré 1 minute. Lundi à Raw, il y a la draft qui va arriver, donc je pense qu'il y aura toujours des potentiels challenges pour Charlotte Flair. Pour Alexa Bliss, on va lui souhaiter un beau repos et qu'elle revienne peut-être sous un nouveau personnage, une nouvelle gimmick, et qu'elle puisse plus montrer dans un ring que c'est une excellente lutteuse. C'est vrai que ça a été pas du tout. Oui. Du combat, même les comebacks d'Alexa Bliss étaient assez vains. Il n'y a pas un moment où on s'est dit sur un tombé d'Alexa Bliss, peut-être. Enfin, il n'y a pas eu un close call qui m'a eu. Donc voilà, Charlotte Flair est toujours championne et c'est vrai qu'Alexa Bliss va prendre rien de grave pour elle, que c'est juste du repos, voilà, normal. Auguste, toi, c'était quoi ta réaction par rapport à ce match? J'ai bien aimé, c'était un match assez moyen, mais qui a fait le taf. J'ai quand même passé un bon moment devant. J'ai juste déjà le premier point, j'ai pas compris pourquoi Mike Grom à la présentation n'a pas dit que Alexa Bliss venait de Columbus, parce qu'on aurait pu avoir une belle pop facile, et il a dit voici la challengeuse pardon, Alexa Bliss. Bon merci. Même pas une ville, même pas un poids, une taille, bon rien. Merci. Mais sinon sur le match, ça reste un match assez classique avec Charlotte. Elle domine fort. Et elle gagne à la fin. Moi, j'avais pronostiqué une victoire de Alexa Bliss. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire un truc avec elle, mais bon, ça n'a pas été le cas. Dommage. Sinon, sur l'après-match, je pense que ils se sont séparés de Lily parce que là ils peuvent plus faire de magie vu que c'est le show, c'est les shows en live, et donc du coup ça sert à rien d'avoir un personnage qu'on ne peut plus bien utiliser. Donc c'est comme ça. Personnellement, ça me gêne pas forcément, même si Lily ne me dérangeait pas plus que ça. Moi je trouve, mais que c'est bien que le public ait rendu un mini hommage à Lily. Par contre, avec sa crise de furie, je pensais que Alexa Bliss allait revenir à Raw pour démolir Charlotte, et c'est là qu'on apprend que elle ne sera pas là pendant plusieurs semaines. Après, si c'est Doudrop ou une Shayna Baszler qui prend sa place en challengeuse, ça me va aussi. Le principal, c'est qu'on ait de nouvelles affiches assez souvent. Donc on verra avec la draft de cette nuit, mais pour le moment les rivalités féminines en général me conviennent mieux qu'il y a quelques mois. C'est vrai que le gros problème des personnages comme Alexa Bliss qui sont magiques et tout ça, c'est que une fois qu'on leur donne un titre, et on l'avait quand on leur donne un titre,
Pour moi, ces personnages-là devraient être le plus loin possible de titres. Ils n'ont pas besoin de titres pour briller. Et une fois que le film a eu un titre, c'était le début de la fin. Alexa Bliss n'a pas eu de titre. On verra comment elle va revenir, quand elle va revenir, dans quel et sous quelle forme. Mais pour le Flair est toujours championne du côté de Raw. On reste à Raw pour le match concernant le titre des États. Damien Priest défendait son titre contre Sheamus et Jeff Hardy. Menace, un match où il n'y avait pas de règles, mais on n'a pas eu du titre. Heureusement, il n'y a pas eu de. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un triple menace un peu plus extrême, les trois là. Au final, le champion reste champion avec un roll-up, ce qui est un peu dommageable, et je pense qu'on va en parler de ça. Auguste, est-ce que tu as été déçu par la victoire par roll-up? Un peu. Un peu parce que franchement, le match était super. Malgré que ce soit un match de triple menace, il n'y a pas eu d'objet, il n'y a pas eu d'armes utilisées. On est resté mais dans du catch pur. Et c'était très très bien. En fin de match, j'ai eu un léger frisson, mais qui fasse gagner Jeff Hardy parce que la foule était à 200% derrière Jeff Hardy, mais d'une manière assez surprenante, je trouve. Donc j'ai eu peur mais qu'il fasse gagner à la fin. Au final, ils font gagner Damien Priest sur Sheamus, ce que je trouve surprenant aussi, parce que je pensais mais que la présence de Jeff Hardy était pour prendre le pin. Bon, après ça reste une victoire sur roll-up, donc c'est moins grave qu'une victoire, on va dire, un peu par tomber, un peu plus classique et impactant. Mais après le match était sympa, il y a juste ce petit finish mais qui vient gâcher tout ça. Par contre le match en solo mais qu'on a eu le lendemain à Raw, là pour le coup il était beaucoup plus extrême, vu qu'on a eu poubelle, candlestick, table, etc. Et pour le coup il était très très bon aussi. Mais il a peut-être dû changer les matchs et mettre le match d'Euro à Extreme Rules et le match de Extreme Rules à Raw. Ça a été un peu plus logique, mais bon. On sait mais que depuis bien longtemps, logique et WWE, ça fait 2, voire 5, 10, 30. Donc, mais donc voilà, une bonne victoire pour Damien Priest, qui j'espère aura un règne long en tant que champion US. C'est vrai qu'il est bien parti, Damien Priest, et ouais, pas d'objet dans ce match. Alors après, c'est vrai qu'il y a Jeff Hardy, il y a Papy Hardy qui est peut-être pas trop lui taper dessus. Et ce finish en roll-up, évidemment, qui est un petit peu décevant, mais qui permet de garder Sheamus un peu fort, peut-être pour une belle, je ne sais pas. Nathan, toi, t'en as pensé quoi de ce match et de ce roll-up, du coup? Eh ben, c'était un super triple menace si c'était pour Battleground. Voilà. C'était un peu pur sans stipu. Mais le match était ultra cool. Mais ouais, voilà. Quel est l'intérêt de faire un peu pur Extreme Rules pour au final te pondre un match extrême le lendemain à Raw, quoi. Enfin, c'est un peu con, mais bon, c'est dommage. Mais pour le match en lui-même, bah, c'était super. C'était un excellent match. Damien Priest, c'est ultra cool. Sheamus s'est beaucoup amusé pendant le match. On l'a vu voilà, sur la troisième corde, il s'amuse. Limite, je pense qu'il fait un peu le con pour se faire plaisir. Et c'est vraiment très très cool. Il a encore perdu sur masque. Donc bon, je sais pas s'il faut qu'il mette des élastiques à l'arrière, une chaîne, un cadenas, je sais pas. Mais il s'est repété le nez lundi à Raw, donc... Il est pas prêt de l'enlever son masque, mais voilà, Jeff Hardy a été aussi très bien utilisé dans le match. La bonne personne à gagner, Damien Priest. J'espère qu'il aura vraiment un long règne conséquent avant de partir dans le main event. Mais on sent que la trajectoire est prise pour Damien Priest et c'est très très cool. Voilà, il nous rappelle Jeff Hardy au même âge. Avec moins de prise de risque. Donc peut-être que le Priest gagnera plus de durabilité. Super divertissant. Sheamus est dans un point de sa carrière où il a plus grand chose à jouer, donc il se fait plaisir et c'est cool à voir. On va passer du côté de SmackDown pour les 2 derniers matchs de ce pay-per-view et on va parler du titre féminin de SmackDown. La championne Becky Lynch combattait contre Bianca Belair dans le match de la peur. Pourquoi j'appelle ça? Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Becky Lynch est revenue à SummerSlam, a gagné en 26 secondes, ruinant le push de Bianca Belair. Bianca Belair est donc revenue à la charge.
Et là, c'était le match de la peur parce que qui perdait était bien décrédibilisé, pardon. Si Bianca perdait, autant vous dire que on pouvait l'envoyer à Raw dans les oubliettes. Et si Becky perdait, le retour aurait été un merveilleux coup d'épée dans l'eau. Au final, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Enfin, si, bien disqualification puisque If of Death, son KOD, qui est revenu sauver la double fois de son booking dans un corner, Sasha Banks. Sasha Banks est revenu attaquer et Bianca Belair et Becky Lynch, provoquant donc une disqualification, une victoire de Bianca Belair par disqualification. Becky Lynch est toujours championne et ça a été annoncé là, juste avant que l'on commence l'enregistrement de cette émission. Les 3 femmes se retrouveront en Arabie Saoudite à Crown Jewel pour le titre de Becky Lynch. On va se reconcentrer sur le dernier. Je sais plus que c'est que j'interromps, donc je sais quoi, je vais faire apprendra. Nathan, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce finish surtout? Le match était très très cool parce que le match, je vais pas m'éterniser dessus, c'était un match classique entre les deux, mais c'était vraiment de très très grosse qualité. Je pense que c'est l'une des meilleures performances de Becky Lynch chez WWE. Donc on sent qu'elle a vraiment bossé son retour et que franchement elle est largement au niveau. Bianca Belair est toujours aussi forte dans le ring, donc vraiment le match était excellent. Et pour le finish, c'est peut-être la meilleure décision à prendre parce que tu pouvais pas faire perdre Bianca Belair. Elle a tellement subi pendant toute la feud, puis SummerSlam, etc., que si elle perdait, c'était vraiment compliqué. Et tu peux pas faire perdre Becky Lynch pour son retour, elle perdait pas le titre, c'était impossible. Donc ça, Sasha Banks revient au meilleur des moments. Ça va faire du bien, ça va faire une heal de plus à SmackDown, parce que bon, c'est pas sur Zelina Vega et Carmella qu'on va compter. La confrontation avec Becky Lynch, j'ai beaucoup envie de la voir, parce que là, elle nous annonce le triple main Crown Jewel. Ça peut être giga cool, mais j'avoue que le 1v1 Sasha Banks Becky Lynch avec le niveau qu'a Becky Lynch depuis son retour, ça peut être, en tout cas sur ce match-là, ça peut être très très cool. Et pour répondre à ceux qui disent que Sasha Banks revient à voler la place des gens, voilà, que elle n'a rien à faire dans le main event, bah c'est fou, mais elle prendrait la place de qui? À SmackDown, il y a personne. Elle revient au meilleur des moments. On est chez WWE, donc elle a un statut. On n'est pas chez All Elite Wrestling ici, donc il n'y a pas un système de ranking. Tu peux pas passer de main eventer à main card à jobber et repasser en main eventer, etc. T'es chez WWE, et chez WWE, bah, quand t'arrives, t'as une pancarte. Et ben, Charlotte Flair, Bayley, Becky Lynch et Sasha Banks sur cette pancarte de main eventeuse. Donc, ils sont entre guillemets obligés de réapparaître dans le main event, et c'est une bonne chose. Si Sasha Banks était revenu pour confronter Liv Morgan, bah, ça y aura un impact, mais en vrai, bah, on s'en foutrait un peu, quoi. Et c'est comme ça depuis beaucoup d'années chez WWE. T'as les jobbers, t'as les mid-carders et t'as les main eventers. Et Sasha Banks fait partie des main eventeuses. Elle revient à sa place. Elle a pris la place de personne parce qu'elle aurait pas pris la place de Carmella ou Zelina Vega, je suis désolé. Mais elle a largement sa place dans ce main event et ça donne vraiment envie. Et ça donne un second souffle, je pense, à cette division féminine de SmackDown, parce que Bianca Belair, si elle reste, mais elle est partie pour rester vu qu'on c'est le triple menace à Crown Jewel. Becky Lynch, Sasha Banks et pour l'instant Liv Morgan. Si on peut ajouter un ou deux noms en plus venant d'Euro, sachant qu'on a aussi Toni Storm, qu'on a aussi, bon, qui fait pas grand chose Toni Storm, mais qu'on a aussi Shotzi et Nox, qui sont des excellentes lutteuses mais qu'on n'utilise pas trop. Il y a de quoi faire dans cette division féminine de SmackDown et il y a de quoi nous offrir de très très bons matchs pour le futur. Tu sais quoi, Nathan? Tu me fais grand plaisir. Non mais alors, j'ai une pancarte moi aussi. Je suis pas main eventer, je suis fan de Sasha Banks. Mais en fait, t'as raison. Quand on dit que Sasha double quelqu'un, mais elle double Zelina Vega, qui a gagné un match en 1 an. Elle double qui? Carmella, qui gagne pas un match depuis 4 ans et demi. Elle double qui? Liv Morgan, qui n'arrive pas à sortir du kick-off malgré tous ses efforts et l'appui du public. Elle double qui exactement? Toni Storm, qui arrive pas à sortir des vestiaires. C'est ça en fait. Sasha Banks, c'est une putain de main eventeuse. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Qui en plus a le niveau pour être là, donc je sais pas pourquoi. Elle a largement le niveau. Elle fait partie des meilleures lutteuses de chez WWE. Ça, y a pas de doute là-dessus. Qualité in ring, faut être aveugle, je pense, pour pas voir les qualités de Sasha Banks dans un ring. Et bah ouais, à SmackDown, il y a personne. Visiblement, Seb est aveugle. Hein, petite dédicace, tu es aveugle, mon garçon. Et en tant que heel à SmackDown, il y a personne. Et ils ont essayé de mettre Becky Lynch heel. Alors, est-ce qu'elle va gagner son rôle de heel maintenant que Sasha Banks est revenu? Je sais pas. Et d'ailleurs, pour la petite, allez, je vais trouver le petit détail ici. Si t'es en train de faire devenir Becky Lynch un peu heel, etc., pourquoi tu vas faire aller dans une tenue blanche?
c'est pas très méchant, mais bon, ça c'est le petit détail qui, voilà, on chipote un petit peu. Mais est-ce que Becky Lynch va avoir un rôle de twinner, de heel ou de face dans les prochaines semaines, sachant que Sasha Banks est revenu? Ça, je sais pas, ça peut être quelque chose qu'il faut suivre. Mais Seth Rollins est arrivé dans une tenue blanche dans Winner. Mais c'est Seth Rollins. Mais oui, Seth Rollins, tous les mauvais costumes lui vont en fait. Mais c'est alors déjà les ringers blancs, te calmer, et deuxième, pas arriver en blanc. Je sais pas, ça leur donne une image de Dieu, putain, c'est trop bien. Les heels devraient arriver en blanc. Bah, Seth Rollins, je comprends, parce qu'il a ce personnage un peu ultra égocentrique, etc. Becky Lynch essaie de le prendre un petit peu aussi. Mais elle serait arrivée dans une tenue ultra égocentrique, je sais pas, un truc de fourrure, ou un truc doré, ou un truc comme ça, je pense que j'aurais un peu plus compris que là. Bon, après, c'est un petit détail, hein. Je chipote. Oui, tu chipotes. Le fait est que la meilleure catcheuse féminine de l'histoire est revenue, et ça, c'est un très bon pressentiment pour la WWE, n'est-ce pas? Une très bonne nouvelle, c'est beaucoup mieux quand je parle français. Auguste, toi, qu'est-ce que t'as pensé sur le grand fan de Becky Lynch? Parce qu'il y en a un grand fan de Becky Lynch dans la salle, ça arrive. Oh là là, ça tire à balles réelles par ici. Non, qu'est-ce que t'as pensé du match? Du finish aussi, également, et de ce triple menace qui est annoncé pour Crown Jewel. Ouais, le match est très très solide. Bianca Belair, elle m'a impressionné de sa puissance, de sa force physique. Enfin, je savais très bien mais que athlétiquement elle était au top, Bianca Belair, mais là j'ai encore en tête ce qu'elle a fait à toute fin avant que Sasha Banks débarque. Mais contrer un Dee Vermer en KOD, comment dire, partir du sol sur le ventre pour se mettre debout en portant ton adversaire sur un bras et en la mettant sur ses épaules, ça va demander une force. Non, ça, je te coupe, pardon, mais c'est extraordinaire. Oui. Elle est partie. Je crois que c'était une espèce un Juji Gatame. Oui, non. Le crossbar de Armbreaker. Et après, elle part. Et elle s'est relevée facile. Oui. Facile. Alors, Becky Lynch n'a pas beaucoup bougé non plus, mais c'est normal. Non, extraordinaire. Bien comme mais c'était fou. J'ai vraiment eu un petit frisson. J'ai vraiment cru, mais que là, ça va partir en KOD et puis victoire. Sauf que Sasha Banks est intervenu et a protégé en quelque sorte Becky Lynch, enfin au moins son titre et puis son règne. En soi, j'étais content de la revoir, que ça ramène un star power non négligeable à la division féminine. Et puis dans le ring, c'était très bon, que ce soit le Sasha Banks, Bianca Belair qu'on a eu cette année à WrestleMania, il était excellent, et le Sasha Banks Becky Lynch qu'on a eu à Hell in a Cell 2019, je dirais, si je me trompe pas, il était très très bon. Ça m'a l'air correct. Oui, voilà, il était très très bon aussi. Donc j'étais pressé de voir le match triple menace. C'était avant d'apprendre que c'était à Crown Jewel, et là la hype elle redescend à zéro, parce que même si les trois sont incroyables dans le ring, on sait très bien mais que les matchs féminins en Arabie Saoudite, bon déjà on est qu'un. C'était Natalia contre Lacey Evans, et puis on sait mais que elles ont jamais plus de 10-12 minutes, et que elles sont pas libres dans leur tenue, dans leur moveset, dans la construction du match. À la limite, j'aurais préféré voir ce match-là ce soir, vu que c'est un choix un peu plus important. On a déjà un Edge Seth Rollins, donc j'aurais bien aimé avoir ce match-là ce soir dans un autre weekly. Mais non, on l'aura à Crown Jewel. C'est comme ça. Mais sinon, pour revenir sur le match en lui-même, très très solide. Franchement, alors je dirais pas que c'est le meilleur match de Becky Lynch en solo, parce que son match contre
contre Sasha Banks à l'NSL et contre Asuka, et les 2 matchs contre Asuka au The Royal Rumble, étaient très très bons aussi. Je les placerai quand même au-dessus de ce match. Mais c'était encore une grosse perf de Becky Lynch. Et puis j'ai bien aimé ce petit geste à la fin où elle a levé le pouce et en quelque sorte elle remerciait Sasha Banks parce que elle sentait mais que ça sentait la fin pour euh, pour son règne. Bon, après, Sasha Banks l'a attaqué. Je suis pressé de voir ce qui va se passer ce soir, parce que je pense pas, mais que ni Belair ni Becky Lynch ne va laisser ça passer. Donc, je suis impatient de voir la suite, même si le match final aura lieu en Arabie Saoudite, mais en tout cas, pour un premier jet, Bianca Belair, Becky Lynch, c'était très très solide. Très solide, effectivement. Et vu que tu as le fin du match avec Becky là qui est toute recroquevillée dans son coin là et qui on voit qu'elle a eu un gros match derrière et qui voit Sasha Banks et qui est en mode un peu tu vois genre merci parce que c'était pas foufou. C'est très très bon du niveau storytelling. Ça veut dire que Becky Lynch depuis qu'elle est revenue c'est arrogance. Là elle a pris un peu dans sa tête et donc je trouve ça très très bien. Ce petit storytelling de fin de match, comme quoi des fois on n'a pas besoin de parler pour faire du bon storytelling. On reste du côté de SmackDown du coup pour le main event de la soirée où c'était le match des invaincus entre guillemets entre Roman Reigns qui remettait son titre universel en jeu contre le démon Finn Balor dans le seul et unique Extreme Rules match de la soirée. Et messieurs, le démon a perdu. Roman Reigns est donc toujours champion universel et on a eu une fin de match un peu bizarre. Je vais vous le remettre. On est à la fin du match. Roman Reigns me spire à Finn Balor à travers la barrière de sécurité. Et là, les deux hommes sont à terre. Donc, et là, on a la musique de Finn Balor qui reprend, les lumières, les battements du cœur et un Finn Balor qui prend comme des électrochocs en même temps que la lumière. Et puis quand le drop un petit peu de sa musique arrive, Finn Balor se relève et part sur passage à tabac bien sale de Roman Reigns et ensuite le remet dans le ring, va faire son coup de grâce et là dans un espèce de nuage de fumée rouge puisque la lumière rouge était restée, la troisième corde où était perché Finn Balor s'effondre. Finn Balor donc avec le temps qu'il se relève tout ça, spear de Roman Reigns, unos, dos, tres, emballé, c'est pesé et Roman Reigns est toujours. On va parler du match en lui-même, bien évidemment. Auguste, c'est toi qui vas parler en premier. Donc déjà, qu'est-ce que tu as pensé du match? Est-ce que tu as été satisfait par ce que les deux hommes nous ont proposé? Et ensuite, ce finish, qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, le match, je l'ai adoré. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Parce que en effet il y a cette stipulation qui aide parce que on peut avoir au début la bataille avec les gnostiques, on a eu des chaises, on a eu des tables, on a eu non, on n'a pas eu de poubelle, mais on est même allé dans le public et ce détail où Roman Reigns demande quelque chose à Paul Heyman et on pense tous mais que c'est une arme, je sais pas, une matraque, un point américain, on sait pas. Et il lui sort un masque, on dit ah ouais ok. Et après on se souvient mais que Roman Reigns a quand même une santé fragile, enfin il a quand même dû quitter la WWE temporairement pour cause d'une leucémie, donc c'est quand même bien qu'ils se mettent en sécurité dans les segments publics. Surtout mais que le petit angle qu'on a eu dans les gradins était super parce que le crossbody de Finn Balor à travers la table c'est très très bien fait. Et alors retour dans le ring, ils ont continué à enchaîner la masterclass. Le spear de Roman Reigns à travers les barricades, il est phénoménal. Franchement, c'est pas la première fois qu'on voit Reigns ou un autre faire un spear à travers les barricades, mais je pense que c'est le plus violent que j'ai vu chez WWE.
Euh, c'était génial. Et sur le finish, mais quand j'ai vu la lumière rouge et entendu la musique de Finn Balor démarrer, au début j'ai pas compris. Je croyais même que c'était une erreur et que l'ingé son avait merdé. Mais non, c'est fait pour que Finn Balor renaisse, enfin pour que le démon renaisse. Et à ce moment-là, pendant 30 secondes, j'ai vraiment cru que Finn Balor allait le faire. Vraiment. Sur le shotgun dropkick qui fait passer Roman Reigns à travers la table et ensuite mais dans le ring mais quand j'ai vu Reigns qui était inerte sur le ring et Finn Balor prêt à faire son coup de grâce, je me suis dit putain il va vraiment le faire le con, ils vont vraiment faire gagner Balor, trop cool. Et là la corde tombe et là et là je me dis mais quoi, mais c'est pas normal. Et donc après Spear et victoire de Reigns, retour à la triste réalité. Bien que Reigns soit génial en heal et dans son personnage, mais bon, j'aurais préféré Balor. Bon match, finish à la con pour protéger le démon qui fait un peu baisser la note, mais bon, ça reste quand même le match de la soirée. J'espère mais qu'ils vont utiliser ça pour que Finn Balor ait une réhabilité un peu plus dans la mid-card pour savoir qui aurait sa beauté de la corde. Bon, en soi, là, il y a une vidéo qui a popé ce soir où on voit un caméraman couper la corde. Mais dans le kayfabe et dans la storyline, ça serait cool, mais que ça serve et pas que ça soit juste un moyen scénaristique pour juste protéger Balor. Après une grosse victoire de Reigns qui était prévisible parce qu'il va affronter Lesnar à Conjuel. Et puis après, ça va partir Survivor Series, Rumble, route de WrestleMania. Bref, tout le tintouin habituel. Mais en soi, sur le match, j'ai adoré. Et c'est con, mais que le finish avec la corde qui tombe vienne un peu gâcher le match ou entacher le match. Mais ça reste quand même un main event ultra cool et ultra solide. C'est vrai que c'était un bon main event, hein. Alors quand je l'ai vu, c'était bizarre. Quand j'ai vu tout ce qui était lumière rouge, Finn Balor qui se relève et ça, je me suis dit ils vont le faire gagner. Non, no way. Et non, effectivement, non, ils l'ont pas fait gagner. Et c'est vrai que j'y ai cru là où par exemple, j'y ai pas du tout cru. Là, il y a eu du believe à un moment donné. Et au final, bon, bah, c'est Roman Reigns qui gagne. Ce finish avec la corde, très, très étonnant. Très, très, très étonnant. Nathan, toi, qu'est-ce que s'il fallait si, et que le démon devait perdre, est-ce que tu l'aurais fait comme ça ou pas? Je pense pas. J'avoue que le finish m'a un peu gâché le plaisir du match parce que le match est excellent. Auguste l'a très bien détaillé. Ouais, il y a le spear titanesque de Reigns dans la barrière, il y a les spots sur la table, il y a le bon match extrême comme on l'aime, il y a l'intervention de Uso qui était fort probable et qui a été plutôt bien utilisée, je trouve bien amené. Pour la petite statistique, la dernière défaite clean de Roman Reigns, ça date de Extreme Rules 2018. Contre Bobby Lashley, ce qui fait 1173 jours sans avoir pris un tombé clean. Ce qui est énorme, et à mon avis, ça risque de pas... Cette stat risque d'être valable encore longtemps, parce qu'il a l'air très très fort, et je vois absolument pas qu'il peut aller détrôner Roman Reigns, ce qui est ultra intéressant. Pour Finn Balor, je sais absolument pas ce qu'ils vont faire dans le futur. C'est la deuxième fois que le démon perd, parce que faut pas oublier que Samoa Joe a battu le démon à NXT. Ça WWE ne le compte pas parce que bah, c'est NXT, faut pas déconner non plus. Mais le match était très très cool. Le finish, ouais, je sais pas, je trouve ça un peu éclaté quoi, comme finish. Le fait que couper la corde, il se relève, bam, spear, il y a la musique, le truc rouge. Bon, je sais pas, c'est pas le truc qui me plaît le plus. J'aurais limite préféré un finish clean ou alors vraiment de l'overbooking avec les Usos qui détruisent le démon, Roman Reigns qui s'y met aussi et qu'il le passe à travers, je sais pas, 8 tapes, 4 poubelles, 3 barrières s'ils veulent,
pour vraiment l'enterrer, j'aurais limite préféré ça que le fait que le mec coupe une corde et tombe et le mec il glisse, il se pète la gueule, il prend un spire, c'est fini quoi. Mais c'est dommage, mais sinon pour retenir le positif, il y a 20 minutes de match, je crois, 20-25 minutes de match, c'est excellent quoi. Et l'entrée du démon est très très classe aussi. Les entrées sont toujours très très propres. Juste l'effet 3D est dégueulasse, mais l'entrée du démon est quand même classe. J'ai bien aimé l'effet 3D qu'ils ont mis pour Finn Balor personnellement. Je trouve ça cool. Ah, j'avoue que moi les effets 3D là, WWE. Bon, celui de Roman Reigns est horrible. Ah oui, celui de Roman Reigns c'est horrible. Les oiseaux de Matt Riddle, c'est pareil, c'est ignoble. Parce que disons, le modèle 3D de Roman Reigns qu'ils ont ressemble à tout le monde, sauf à Roman Reigns. Ah, ils sont dégueulasses. Mais ouais, finish assez bizarre. Est-ce que pour le finish, ils auraient pas pu faire c'est la mode en ce moment, tout le monde fait ça, vous savez, prendre une bouteille d'eau et puis laver la peinture de la gueule là, bien fort. J'ai vu ça plusieurs fois récemment et je me suis dit pourquoi pas. Ça aurait pu faire un truc genre en fait, il a pas battu le démon, il a battu une Balor vu qu'il a enlevé sa peinture. C'est ça, il revient Finn Balor, il perd ses pouvoirs. Voilà, il revient Finn Balor parce qu'il avait de la peinture. Bref, voilà pour ce pay-per-view Extreme Rules. On va passer vite sur la moyenne de ce show rapidement à tout ce qui est autour de la draft pour les 15 dernières minutes de cette émission. Nathan, t'as mis combien toi pay-per-view rapidement? J'ai mis 13 parce que l'ensemble du pay-per-view était plutôt bon. J'étais vraiment pas hypé par le pay-per-view, mais j'ai quand même passé un bon moment et il y a pas eu d'excellents matchs, il y a pas eu de 5 étoiles. Ça manquait énormément de stipulations, donc 13. 13, c'est bien 13. J'ai mis 13,5 personnellement, à peu près pour les mêmes raisons que toi. Le demi-point pour Sasha Banks, bien non, bon match. La foule était aussi beaucoup dedans et du coup ça aide à la note aussi. Auguste, t'as mis combien toi personnellement ce pay-per-view? J'ai mis 12, une note moyenne, parce que en soi il y avait aucun mauvais match, quelques finishes bizarres ou qui ne méritent pas d'être là en pay-per-view. Mais sinon, tous les matchs étaient bons, étaient honnêtes. Certains étaient vraiment très bons, comme le Reigns Balor. Et après, j'ai pas passé un mauvais moment devant le match pour le titre US et le Uso Street Profits. Mais après, c'était quand même relativement prévisible. Et puis la fin dans le main event, ça te laisse sur une note amère. Et puis on sent que là en plus avec la draft qui est proche, on sentait que là ils ont fait un pay-per-view pour faire un pay-per-view parce qu'il faut faire un pay-per-view par mois. Mais dans l'histoire et dans les storylines, ça n'apportait pas grand chose. Et la nouvelle saison, on va dire, et les nouvelles histoires commenceront à partir de cette nuit pour nous et la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, donc 13 et 12, ça fait une moyenne de 12,8 pour ce Extreme Rules 2021, une note plutôt correcte. Et du coup, on va passer tout de suite à nos petites drafts. Alors voilà comment on a fait ça. On a tous préparé chacun un move de Raw à SmackDown, un move de SmackDown à Raw, et ensuite un move de NXT dans le roster principal, sachant que on n'a pas fait un move du roster principal à NXT vu qu'on considère que un 0 est là pour mettre des nouvelles têtes et pas des têtes du roster principal. Mais à partager votre draft, on va commencer avec les superstars qui vont faire le chemin de Raw à SmackDown. Auguste, tu peux commencer. Qui t'a mis, toi, pour partir de Raw pour aller à SmackDown? Alors, j'en ai mis plusieurs, mais s'il faut en choisir que un seul, je partirai sur AJ Styles qui se séparait de Omos, ça dépend comment on dit, parce que je pense que Omos va vite partir en solo. Et puis il faut des noms pour les championnats majeurs et je pense que AJ Styles est un sérieux lutteur et un sérieux prétendant à n'importe quel titre majeur. Donc je dirais que AJ Styles revient dans sa maison qu'il a construite comme il le disait si bien. AJ Styles du côté de SmackDown, ça pourrait donner quelque chose de plutôt pas mal du tout. Nathan, t'as mis qui toi pour aller de Raw à SmackDown?
Eh ben, j'ai pensé au Hurt Business, carrément. À la base, j'avais comme idée que Bobby Lashley irait du côté de SmackDown pour aller défier Roman Reigns, parce que je pense que ça pourrait être une affiche très cool. Les deux sont construits très très fort, donc ça pourrait être un peu un choc des titans. Il y a Brock Lesnar aussi à SmackDown, faut pas l'oublier, donc Bobby Lashley rêve de son affrontement avec Brock Lesnar, donc ça pourrait se faire. Et là, ils sont en train de reformuler leur business comme on l'a vu lundi à Raw, donc bah, ça me conforte dans mon choix que ça pourrait permettre de faire un 3 contre 3 entre la Bloodline et le Hurt Business, qui pourrait être voilà, avec les deux grosses têtes d'affiche, Bobby Lashley et Roman Reigns, d'un autre côté, Cedric Alexander, Shelton Benjamin contre les Usos. Ça peut être des matchs très qualitatifs. Alors, il y a quand même un problème avec ton 3 contre 3, c'est que leur business, ils sont 4. Si je dis pas de bêtises. MVP en manager, évidemment. Contre Paul Heyman. Voilà, en combat de manager. Manager, on a le match. Non, attends, ils sont 4 dans leur business. Ah non, ils sont 3, ouais, je sais pas compter. Eh oui. Ouais, non, mais ok, bah écoutez, on va passer sur mon choix, comme ça évite de partir sur cette erreur de ma part. Quelle honte. Mais ils sont 4 dans leur business, de quoi exactement? On est où là? Moi, pour Raw SmackDown, je vais mettre Keith Lee qui va aller du côté de SmackDown. Ça, il est revenu ce lundi, si je dis pas de bêtises, avec un tout nouveau personnage, un tout nouveau nom également, enfin un tout nouveau surnom entre Keith et Lee. Ça permettrait de faire un petit rappel aussi à Roman Reigns, qui serait quand même assez cool après la petite interaction qu'ils ont eue au Survivor Series quand NXT était là-bas dedans. Donc je sais plus c'était lesquels, mais un peu qui était le dernier survivant avec Roman Reigns. Donc ça pourrait être assez cool de voir les deux croiser le fer encore une fois avec cette fois-ci le titre universel en toile de fond. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve que ce serait plutôt pas dégueu. Pour les moves de SmackDown à Raw, je vais commencer, on va remonter ensuite. J'ai mis Cesaro, personnellement, Cesaro qu'on voit plus trop du côté du show bleu, qui a eu sa chance contre Roman Reigns pour le titre universel et qui a perdu, et depuis, c'est vrai que il fait plus grand chose. Donc j'aimerais bien le voir du coup un peu de, enfin j'allais dire qu'il manque un peu de face, mais dommage que le champion vient de passer face, mais ça pourrait faire déjà un bon match de championnat avec Cesaro contre Biggie, et puis bon, Cesaro tu le fais catcher contre un balai, le mec te fait un bon match, donc ça c'est pratique aussi de Raw, et je pense que le show du lundi soir pourrait bien profiter à son bord. Nathan, je vais me tourner vers toi pour ton deuxième choix. T'as mis qui toi pour SmackDown vers Raw? Ben, j'ai pensé à Sami Zayn, voilà, qu'on ne voit plus trop, enfin si qu'on voit peu quand même sur les dernières semaines à SmackDown, qui a pas vraiment de programme, voilà, qui des fois, parfois navigue avec le titre intercontinental de Nakamura par-ci par-là. Donc je lui dis qu'amener Sami Zayn à Raw pour, j'espère, j'ai cette intime conviction qu'un jour ils pourront lui donner vraiment un vrai programme avec quelque chose de cool, parce que Sami Zayn, que ce soit heel ou face, et ben c'est ultra cool au micro, c'est dans un ring, c'est très clean. Voilà, un petit programme avec Drew McIntyre par exemple, si Drew McIntyre reste à Raw, même si on sait que lui a peut-être envie de retourner à SmackDown, vu qu'Auguste a fait son interview cette semaine. Ouais, je l'ai faite mercredi, elle est disponible sur le site de Wisport, et il disait que il préférait quand même rester à Raw parce que depuis 2018, il se retourne dans le roster, il a toujours été à Raw, donc il s'est senti un peu comme à la maison. Mais si le hasard faisait mais qu'il était drafté à SmackDown, pardon, il allait défier Reigns sans aucune pression, et pour finir sa petite histoire qu'ils ont eu au Survivor Series de l'année dernière. Voilà. Donc ça peut être voilà, quelque chose de cool, même si je pense que McIntyre va rester à Raw vu ce qu'il y a eu ce lundi, qu'il est parti défier Bobby Lashley. Donc pourquoi pas amener Sami Zayn pour faire voilà, un programme contre McIntyre, pour faire pourquoi pas un programme d'attente contre Omos en attendant qu'il aille vers le titre. C'est pas des programmes très alléchants, mais j'aimerais beaucoup que Sami Zayn ait un truc sérieux. J'y crois pas vraiment, mais je pense vraiment qu'ils vont le move de SmackDown vers Raw, et voilà. Et pour un petit choix féminin, peut-être Liv Morgan aussi, qui ira du côté du show rouge. Donc voilà, pour les choix de Nathan pour aller côté du lundi soir. Spectacle, bien sûr. Auguste, toi, du coup, t'as mis qui? Alors moi, j'ai également Cesaro, mais dans ma liste. Mais du coup, je vais en citer un autre. Moi, je continue dans mes séparations d'équipe, où je vais séparer le père et le fils Mysterio pour envoyer Rey Mysterio à Raw, et laisser Dominique voler de ses propres ailes.
pourquoi pas faire un heel turn. Bon, ça après, ça dépendra de son programme. Mais en tout cas, je sépare le père et le fils et j'envoie Rey Mysterio du côté du show rouge. C'est vrai que ce serait intéressant comme mouvement. Plusieurs semaines, Rey Mysterio dit à son fils. Donc peut-être que le père le laisser à SmackDown, ça pourrait profiter à... On va passer du côté de NXT qui va perdre des talents, hein, c'est peut-être possible lors de cette draft. Auguste, toi, quel talent de NXT tu envoies et où? Alors, de NXT, j'ai plusieurs choix également. Bon, là, j'ai comme cité deux hommes du convent. J'ai comme cité une femme. Je vais citer Ember Moon, qui ferait son retour du côté de Raw après 2 ans, 3 ans où elle était dans le main roster, mais blessée ou mal considérée. Elle a jamais eu un vrai run dans le main roster, alors elle est très très bonne dans le ring et ultra talentueuse. Donc moi, j'aimerais bien voir Ember Moon du côté de Raw, et comme c'est un peu une ancienne et que maintenant à NXT 2.0 on construit mais des nouveaux talents et des talents mais qu'on n'a pas encore bien vus, mais comme elle est assez ancienne, ça serait bien de la faire monter dans le roster pour garder un projet cohérent chez NXT. Ouais, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas mettre des superstars du main roster dans NXT. Ça fait 3 épisodes, 4 épisodes 3, 4. J'y dirais 3. 3 nouveaux épisodes de ce NXT 2.0 où on a eu beaucoup de nouvelles têtes. Et du coup, envoyer quelqu'un du main roster qui a déjà une tête établie serait une erreur selon moi. Et c'est pour ça qu'on n'a pas dit qu'une superstar du main roster allait à NXT. Nathan, qui c'est que tu appelles toi pour le fameux call-up? Eh ben, j'enverrai Cameron Grimes du côté de SmackDown, pourquoi pas, parce que il fait un peu partie de l'ancien NXT entre guillemets. Il a eu son programme au dernier takeover avant le grand chamboulement de NXT. Il a gagné contre les Knights, donc il a un peu fini ce qu'il avait à faire du côté de NXT. Honnêtement, j'ai pas vu les 2 derniers NXT parce que j'ai pas eu le temps. Donc, je sais pas s'il est actuellement en programme ou quoi que ce soit, ou si on le voit plus à l'écran. Mais je pense que il a ce personnage entertainment qui pourrait convenir à la télé, donc je le verrais plus du côté de SmackDown, peut-être voilà pour aller du côté du titre mineur ou avoir une petite rivalité sympa avec des gars à SmackDown. Il a ce petit truc qui fait réagir le public, donc je verrais bien Cameron Grimes débarquer dans le main roster et du côté des femmes, pourquoi pas Dakota Kai du côté de Raw, même si je trouve ça un peu moins probable. Bah, c'est que tu me lances là et je vais l'attraper à... Parce que moi, du côté de NXT, je vais Dakota Kai, qui, lors d'une récente interview, a dit qu'elle était prête à tout. 2.0 pour aller défier Raquel Gonzalez. Et elle est aussi prête pour aller dans le roster principal. Moi, j'ai envie de la voir à SmackDown. Je trouve que c'est là où il y a les match-up très intéressantes pour elle. Et Liv Morgan, et Becky Lynch, et Bianca Belair. Je pense que ça peut... Je trouve que d'accord, Lumambo disait... elle a été pas super bien utilisée à NXT puisque c'est Raquel Gonzalez qui lui a volé la vedette. Ben en fait, dans chaque doigt Dakota, enfin dans chaque fibre de son corps, Dakota Kai a 10 fois le talent de Raquel Gonzalez. Donc voilà, pour moi ce sera Dakota SmackDown. On verra bien, en tout cas, si l'un de nous trois a fait un bon pronostic, vu que la draft commence ce soir à SmackDown. Rappel, mais que je fais maintenant, bien sûr. Disclaimer, on tourne cette émission vendredi 1er octobre, il est actuellement 10h22. Et ce qui s'est passé lors de la draft, on est à 4h, 3h30 maintenant du début de SmackDown et donc du début de cette draft, donc on ne sait absolument rien. Messieurs, je pense qu'on a été complet sur cette draft et sur cette review de Extreme Rules. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Pour ma part, non, mais bon, j'ai quand même faire
une petite phrase. J'espère mais que la draft j'espère mais que la draft fera en sorte mais qu'on ait de nouvelles histoires à Raw et à SmackDown et que la WWE se renouvellera et augmentera son niveau parce que elle a le roster, elle a les capacités, il manque plus mais que la concrétisation de ça. Et j'espère mais que cette draft amènera ce changement. On espère que la draft puisse renouveler. Ouais, voilà. Excuse-moi, PA, hein, mais. C'est pas grave, vas-y. On espère que la draft pourra renouveler les affiches que nous propose WWE, parce qu'il y a beaucoup de rematchs, beaucoup de fois les mêmes superstars qui s'affrontent. Que ça va pouvoir mettre un nouveau coup de boost, un nouveau coup de collier à WWE face à leur concurrence. Au Elite Wrestling, on parle beaucoup de ça en ce moment. Et que les audiences puissent remonter, qu'ils puissent nous proposer peut-être un peu plus de catch et de belles affiches. Il y a la route des Survivor Series aussi à préparer, il y a Crown Jewel qui va arriver, et en parlant de Crown Jewel, on a quand même fait une émission sans parler de Bill Goldberg, et ça c'est très très fort. Oh mais non, pourquoi t'en parles à la fin? C'est fou de faire ça. Oh terrible. La prochaine fois, la fin, ça t'apprendra. Mais voilà, oui, je vais me joindre à mes Drive va bien shake things up, comme dirait Vince McMahon. Pas trop non plus, mais voilà, c'est vrai que ça fait 1 an maintenant depuis la dernière draft, donc les rivalités ont été faites, tout est... On va voir, on verra dès la draft à SmackDown. Normalement finit à Raw lundi prochain. On n'est pas à l'abri de 2-3 autres mouvements annoncés sur le site de la WWE. Mais en tout cas, on verra bien dès la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve cette semaine prochaine pour une nouvelle émission. On va bien sûr débriefer la draft la semaine prochaine, je pense. On essaiera aussi de faire un petit coucou à la EW et aux news, mais on verra le programme pour l'émission de la semaine prochaine. Profitez bien de la draft et on vous dit